Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour. Pour donc une vidéo consacrée à un pays de grande qualité. Alors tout d'abord, on va peut-être faire un petit panorama de ce qui s'est passé depuis février, étant donné que je n'ai plus fait de vidéo pendant plusieurs mois. Ce qui est dommage, c'est vrai, parce qu'il s'est passé des choses très intéressantes. En Corée du Sud, un président très de droite l'a emporté, il y a eu une alternance. En Hongrie, évidemment, Viktor Orban a encore consolidé son pouvoir. Au Turkménistan, bon, on s'en fout du Turkménistan parce qu'évidemment c'est le nouveau président qui a gagné, il était sûr de gagner. À Malte, le parti travailliste l'a réemporté. Il y a eu des élections en France aussi. Bref, plein de choses très très intéressantes. Mais en tout cas, là, on se retrouve pas pour parler d'un pays d'Europe. Non, on va parler d'Asie aujourd'hui. Bah oui, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Asie quand même. On est souvent sur l'Europe, sur l'Amérique du Sud, mais l'Asie c'est très important. Sur un pays qui est important, on va dire, de par sa taille, de par son avenir, c'est le Kazakhstan. Nous allons parler du référendum constitutionnel kazakh, donc de 2022, qui aura lieu donc le 5 juin. Alors, avant tout, présentons un petit peu le Kazakhstan, parce que c'est pas vraiment le pays le plus connu au monde. Alors le Kazakhstan, c'est ça. Voilà, donc c'est quand même un grand pays d'Europe centrale. En fait, c'est le plus grand pays qui n'est pas immense. J'appelle immense donc un pays qui fait plus de 7 millions de kilomètres carrés. Australie, Brésil, États-Unis, Chine, Russie, Canada, voilà, ce sont les 6 grands pays. Puis ensuite, on a des pays comme l'Algérie, comme l'Argentine, comme le Kazakhstan. Et le Kazakhstan est le plus grand des pays qui ne sont pas immenses, donc il fait 2,7 millions de kilomètres carrés. C'est quand même beaucoup, c'est quand même 5 fois la France, donc ça c'est plutôt respectable. Donc un pays avec beaucoup de steppes, évidemment, pas énormément d'habitants. 19 millions, même si ça a beaucoup grandi depuis quelques décennies, un des pays les moins décemment peuplés au monde. Un pays qui est très intéressant de par évidemment ses ressources en termes de pétrole, en termes de gaz, mais qui est surtout un pays très stratégique à l'avenir en fait dans toutes les stratégies, parce que c'est un pays qui est vraiment le carrefour entre l'Europe, entre évidemment la Chine et le monde asiatique, et avec la Russie. Donc c'est un pays qui subit plein de diverses influences, et aussi qui, dans le projet de la Chine des routes de la soie, qui consiste à tracer de grandes routes commerciales entre donc la Chine, la Russie et l'Europe, et ben en fait justement le Kazakhstan est vraiment au carrefour de ces échanges, et donc est vraiment un pays d'avenir. Également, donc c'est un pays de l'ex-Union soviétique qui fait partie de l'Asie centrale, donc avec d'autres pays voilà, on peut citer évidemment l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan. Donc voilà, des pays très intéressants qui sont pas les plus connus au monde. Voilà, et donc dans la zone il y a 68 millions d'habitants. Donc bon, c'est pas une zone très cool au niveau géographique, voilà, quand même plutôt aride, beaucoup de steppes, climat continental, mais quand même avec quand même des pays avec une histoire, tout ça, avec toute une culture qui est vraiment fascinante. Et le Kazakhstan est donc largement le plus grand de ces pays. Voilà. Et en fait, pour parler donc de la politique au Kazakhstan, ça en fait, ce qui est bien avec ces pays, c'est qu'en fait, il faut parler d'une seule personne, il faut parler d'un homme qui a vraiment qui a incarné le Kazakhstan pendant toute son existence, c'est Nursultan Nazarbayev. Qui est Nursultan Nazarbayev? Donc c'était à la base donc le président du Conseil donc de la République socialiste soviétique kazakh, donc à l'époque où le Kazakhstan faisait partie de l'Union soviétique. Et à la dislocation de l'URSS, il y a eu donc 15 pays qui sont apparus, évidemment, donc notamment tous ces pays d'Asie centrale, et beaucoup d'anciens dirigeants régionaux en fait sont devenus les présidents des nouveaux pays indépendants. Et Nazarbayev, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à la dislocation de l'URSS, il a pris le pouvoir donc du Kazakhstan et il y est resté une trentaine d'années. Donc ça, c'est très intéressant. Et en fait, il y a beaucoup d'autres dirigeants comme lui qui ont fait ça. C'est-à-dire qu'au Tadjikistan, c'était un mec qui s'appelait Ramon, voilà, qui lui est encore au pouvoir aujourd'hui. C'est le seul à être encore au pouvoir. Au Turkménistan, c'était Niazov qui est vraiment un des dictateurs les plus fantasques qu'on ait jamais vu de l'histoire, je pense. En Ouzbékistan, c'était Karimov, qui a duré 25 ans. Voilà, il y a eu en Azerbaïdjan, c'était Aliyev qui a laissé le pouvoir à son fils. Donc vous voyez en fait, c'est vraiment un schéma qui se vérifie à chaque fois. Et Nazarbayev, lui, vraiment, est resté 30 ans au pouvoir. Alors il a fait des choses qui sont très intéressantes. Déjà en termes de politique étrangère, on peut dire qu'il a réussi à faire des choses très intéressantes, dans le sens où le Kazakhstan est aujourd'hui un pays qui est un peu pote avec tout le monde. C'est-à-dire que d'un côté, avec la Chine, ils ont beaucoup d'accords commerciaux. Ça reste un pays qui est quand même aussi très proche, évidemment, de la Russie, parce que bon, en termes de sphère d'influence, tout ça, économiquement et diplomatiquement, ils sont vraiment super potes aussi.
C'est un pays qui est proche aussi des États-Unis, c'est-à-dire que Nazarbayev a réussi à garder de bonnes relations avec l'Occident, ce qui est intéressant, et aussi avec l'Europe, hein. On rappelle par exemple que le Kazakhstan est un des pays à avoir énormément de réserves en uranium, qui sont très intéressants pour la France, hein. Donc le Kazakhstan a aussi de très bonnes relations avec la France. On se souvient notamment en 2013-2014, où François Hollande avait rendu une visite donc au président Nazarbayev, et Nazarbayev lui avait offert une parka, et cette image avait vraiment tourné dans les réseaux sociaux. Donc bon, c'est au-delà de l'aspect comique, c'est vraiment quelque chose qui est caractéristique du Kazakhstan. C'est un pays qui est un petit peu aimé de tout le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé donc ces dernières années au Kazakhstan? Et ben Nazarbayev, qui se faisait vieux, a décidé de quitter le pouvoir. Il a laissé la présidence de la République à un autre homme, un homme qui s'appelle Tokayev, donc qui est un ancien évidemment, qui est resté au pouvoir, bon, qui a fait qui a eu pas mal de fonctions, était ministre des Affaires étrangères, premier ministre, président du Sénat, donc voilà, il a été un peu partout. Alors au Kazakhstan, bon, je l'ai pas dit, mais donc évidemment c'est un régime, voilà, une république présidentielle avec un chef de l'État qui est très puissant, mais vraiment très puissant. Il propose des amendements, il dissout le Parlement, il propose des référendums, il nomme et destitue les membres du gouvernement. En fait, il fait presque tout. Le Parlement a très peu de pouvoir. Les élections au Kazakhstan, bah en fait, il y a un seul parti qui est au pouvoir. Le pays est considéré comme une dictature. Amnesty International parle beaucoup, évidemment, de tous les cas de torture, de choses comme ça qui sont faits. Bon, ça ressemble à énormément de pays en Asie centrale, comme en Afrique, comme en Asie, hein, malheureusement, mais c'est comme ça. Et donc, Nazarbayev a décidé de laisser le pouvoir à Tokayev, sauf que là où il y a eu une petite entourloupe, c'est qu'en fait, Nazarbayev est resté à certains endroits un peu spéciaux. D'abord, il est resté membre du Conseil constitutionnel, qui a un pouvoir un peu intéressant quand même, mais surtout, il est resté donc chef du Conseil de sécurité du Kazakhstan, qui est un genre de pouvoir, un genre d'organisme qui gardait un pouvoir très important. Également, bon, comme beaucoup de dirigeants, Nazarbayev fait pas mal a laissé pas mal de gens de sa famille au pouvoir, notamment sa fille qui est restée au Sénat des années, ce genre de choses. Il est évidemment accusé de beaucoup de corruption, hein, évidemment. Le Kazakhstan, voilà, un des pays les plus corrompus quand même, 122e place, c'est quand même pas mal, hein, voilà, un oligarque, beaucoup d'argent, dictateur, tout ça. Mais en même temps, le Kazakhstan est un pays qui s'est beaucoup enrichi, hein, évidemment, sous la présidence de Nazarbayev, notamment avec le pétrole et tout. Vraiment, si on regarde, il me semble que sur la page Wikipédia, à un moment, voilà, il montre la croissance du PIB du Kazakhstan. Faut voir que dans les années 2000, on a du 9, du 10, du 8, hein. Bon, évidemment, on a l'effet de rattrapage et de développement, mais ça reste quand même très sympathique, hein, d'avoir 7% de croissance et tout. Le problème, c'est que même si le pays s'est enrichi, ça s'est fait au détriment de beaucoup d'inégalités, hein, c'est ce qui arrive souvent, et aussi une grande partie, évidemment, donc de la croissance a été prise, hein, dans les poches des dirigeants comme Nazarbayev. Ça, c'est pas fou, hein, voilà, tout n'est pas parfait, hein, et loin de là. Et donc voilà, ce qui s'est passé depuis 3 ans, c'est qu'on a un nouveau président qui est au pouvoir, mais en même temps, donc Nazarbayev restait un petit peu dans l'ombre et conduisait un peu certaines réformes. Donc c'était un peu une sorte de pouvoir à deux têtes qui était très très étrange. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le président Tokayev a voulu faire des mesures de libéralisation économique. Dans son discours, Tokayev voulait un petit peu faire le président plus moderne, un peu de réforme, vouloir faire un peu démocratiser le pays. Voilà, sauf que un moment, donc dans les réformes de libéralisation de l'économie, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a eu la décision donc de libéraliser les prix, notamment les prix du carburant. Et là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça c'est pas du tout bien passé. Et donc, il y a eu énormément de manifestations partout, notamment dans la ville de Janaozen, qui est une ville, en fait, qui, en plus, s'était déroulé un massacre en 2011 dans cette ville pour les célébrations du 20e anniversaire de l'indépendance. Et en fait, donc, il y a eu des manifestations contre l'augmentation des prix du carburant. Sur les réseaux sociaux, les gens au Kazakhstan se sont organisés, et en fait, dans toutes les grandes villes, il y a eu des manifestations. À Almaty, qui est la plus grande ville du pays, à Nur-Sultan, donc qui est la capitale. Ah oui, parce que un petit truc que j'ai oublié de dire, le Kazakhstan avait une capitale qui s'appelait Astana. Voilà, qui a été vraiment créée dans les années 90. En fait, vous allez à Astana, c'est vraiment une ville qui est très moderne, mais elle a été renommée Nur-Sultan après que Nazarbayev ait quitté le pouvoir. C'est-à-dire on a littéralement donné le nom voilà, voilà, il a donné son nom à la capitale. C'est comme si, voilà, peut-être que dans 5 ans, le Paris sera renommé Emmanuel, ce sera un peu bizarre, mais c'est un peu comme s'il se passait une telle chose. Donc ça pose question, évidemment. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ça c'est vraiment
Vraiment des manifestations qui se sont embrasées avec des forces de police qui ont réprimé avec beaucoup de fureur ce qui s'est passé. Il y a eu plusieurs centaines de morts. Et en fait, tout ce qui s'est passé, il y a vraiment un côté un peu très intéressant stratégiquement. C'est-à-dire que Tokayev, qui lui voulait se donner l'image d'un homme de la libéralisation, de la démocratie et tout, de plus en plus, bah en fait, a décidé de vraiment réprimer fortement les manifestations. Mais en même temps, il a promis donc de faire des réformes et aujourd'hui, on a un référendum constitutionnel qui est proposé par Tokayev, donc qui essaie de se redonner une image de démocrate, étant donné qu'en 2022, voilà, il a ordonné il a ordonné évidemment la répression qui a fait vraiment plusieurs centaines de morts. Également aussi, il a fait appel à un organisme militaro-politique. En fait, des troupes russes sont intervenues au Kazakhstan. Voilà, pour un peu pacifier la zone, étant donné que le voisin russe a quand même une grande influence au Kazakhstan, c'est quand même intéressant à dire. Et également, le plus important, c'est que Nazarbayev, qui était vraiment très critiqué dans les manifestations. En fait, on critiquait la vie chère, le manque de démocratie, et aussi Nazarbayev, le fait qu'il quitte le pouvoir sans quitter le pouvoir, ça a vraiment mis en fureur les Kazakhstanais. D'ailleurs, on dit Kazakhstanais et pas Kazakh, parce que Kazakh c'est l'ethnie majoritaire, mais les habitants du Kazakhstan sont les Kazakhstanais. Et donc, ce pauvre Nazarbayev a décidé de quitter le pays. Il a quitté la présidence de son parti politique. Et voilà, il a quitté vraiment le poste de chef de Conseil de sécurité. Maintenant, il est seulement membre du Conseil constitutionnel, donc il a beaucoup moins de pouvoir. Bon, il a quand même plus de 80 ans, donc normalement, il devrait arrêter et tout. Voilà. Tokayev, lui, en fait, a profité de la crise pour rejeter la faute sur Nazarbayev. On voit un petit peu tous les enjeux politiques qui se font. C'est-à-dire qu'on a trois camps. On a les manifestants, on a Tokayev contre Nazarbayev, et on a Nazarbayev qui, lui, a un peu l'air d'avoir été le grand perdant de tous les événements. Et Tokayev, lui, par ce référendum, voilà, donc un référendum très intéressant, que je vais détailler, donc va essayer de regagner en légitimité, regagner son image de mec plutôt démocrate et sympa, qui a été écorné durant cette année 2022. Voilà, donc en fait dans le référendum il y a des choses très intéressantes. Alors déjà on a donc dans le contenu le fait d'avoir une assemblée qui serait élue à la proportionnelle avec voilà, on a 70% non 70 sièges pourvus au scrutin proportionnel, 30% au scrutin majoritaire. Donc ça c'est quand même très intéressant parce que ça permet d'avoir la proportionnelle, une représentation, mais en même temps scrutin majoritaire, de pouvoir quand même gouverner. Également, on a la peine de mort qui va être abolie, donc bon, ça se fait c'est toujours plaisir. Une cour constitutionnelle est créée, voilà. Aussi l'interdiction pour les juges de faire appel à un parti, d'être dans un parti politique. Donc on a pas mal de réformes qui vont en fait dans le sens d'une démocratisation et qui renforcent un peu un état de droit au Kazakhstan. Tokayev, lui, en fait, veut changer veut passer donc d'une république autoritaire à un régime présidentiel, mais avec un fort parlement. Donc ce qui est plutôt intéressant à voir. Après, il faudra voir évidemment comment se passera la suite. Hein. Est-ce que ça va vraiment marcher? Alors dans les sondages, en fait, ce qu'on dit, c'est que la majorité du peuple kazakh serait pour cette réforme. Les Kazakhstanais donc vont voter oui à 76-70% dans les sondages. Donc c'est intéressant. Mais ce qui convient de voir, en fait, c'est la durée. Le premier enjeu, c'est est-ce que le Kazakhstan va devenir une démocratie, ou davantage une démocratie? Est-ce que va y avoir une représentation davantage des autres petits partis au Parlement? Parce que les autres petits partis, en fait, soit sont soumis aux grands partis, soit n'existent pas, donc c'est un petit peu un problème. Est-ce que Tokayev va rester au pouvoir? Donc ça, voilà, c'est un peu le premier enjeu au niveau national du Kazakhstan. Le deuxième enjeu, c'est sur, en fait, les relations que va entretenir le Kazakhstan avec le reste du monde. Est-ce que si le Kazakhstan devient une grosse démocratie, est-ce que ça ne va pas nuire aux relations avec la Russie, qui est un pays plus autoritaire? Est-ce que ça va pas nuire aux relations avec la Chine, avec l'Europe? Est-ce qu'il va y avoir vraiment un changement? Parce que du côté de la politique économique et étrangère du Kazakhstan, on peut dire que le Kazakhstan a quand même eu de bons résultats ces dernières années, hein, et a connu une croissance et tout, même s'il faudrait évidemment faire quelque chose au niveau des inégalités, mais sinon, on voit que le Kazakhstan est vraiment un pays d'avenir et qu'il y a vraiment une carte à jouer dans la mondialisation de demain, donc ça c'est très intéressant, il faudrait que le Kazakhstan garde ça. Et le troisième enjeu, évidemment, c'est au niveau de l'Asie centrale, c'est-à-dire est-ce que les autres pays, voilà, c'est-à-dire que actuellement le Turkménistan est plutôt une dictature, l'Azerbaïdjan aussi, le Tadjikistan aussi, et en fait parmi les pays il y a que le Kirghizistan qui a réussi à vraiment se démocratiser. Est-ce que le grand Kazakhstan va réussir à le faire? On verra bien, mais en tout cas c'est quand même très intéressant de voir ça, de voir tous ces jeux de pouvoir entre différents dirigeants.
Voilà, et on espère que Tokayev, évidemment, deviendra un grand démocrate de qualité. Il a promis qu'il ne ferait pas plus de 2 mandats, ce que n'a pas fait Nazarbayev qui en a fait plus de 5, hein, évidemment. Mais donc on verra, est-ce que Tokayev finira comme grand démocrate ou comme despote dictateur. Nous verrons bien, mais en tout cas, voilà, intéressons-nous au Kazakhstan parce que c'est vraiment une république voilà, de qualité et qui aura un grand rôle dans l'avenir. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.